Bonsoir, mes compatriotes. Ce soir, je suis en direct avec vous pour discuter un peu de l'actualité togolaise et plus globalement de l'actualité africaine. Donc, je vais plutôt me soumettre à vos questions et commentaires. Je pense que, au vu de ce qui se passe sur l'ensemble du continent, on a connu une semaine d'actualité très dense, très riche, et je crois que nous pouvons ensemble aborder ces sujets-là, tout en n'oubliant pas que nous sommes dans une démarche de pédagogie de manière permanente et de formation, de sorte à ce que la jeunesse africaine puisse devenir un acteur majeur de son destin et de la reconstruction de notre continent, qui a tant souffert depuis 3000 ans maintenant. Alors, je vais d'abord parler un peu de la situation au Togo. Le Togo où, soi-disant, il y aurait un dialogue politique en cours. Alors, ce soir, nous avons vu le document qui est sorti des soi-disant travaux préliminaires de ce dialogue et on découvre que c'est deux blocs politiques qui ont signé ce document, à savoir le RPT d'un côté, soi-disant uni. Moi, je continue d'appeler ce parti-là le RPT. J'expliquerai pourquoi. Il faut toujours continuer à appeler uni le RPT. Et de l'autre côté, la coalition des 14 partis politiques. Donc, on a l'impression que c'est une crise qui oppose deux blocs politiques au Togo, alors que le problème, ce n'est pas ça, c'est un problème qui oppose la population au gouvernement en place. Donc, ce n'est pas un problème entre deux blocs politiques, mais c'est un problème qui oppose un gouvernement illégitime, criminel, mafieux, au peuple qui n'a jamais donné son onction à ce régime. Donc, déjà dans la forme du document, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans la rédaction même de ce document. Et donc, nous trouvons que nous sommes dans une situation où les éléments pour que le dialogue politique puisse aboutir au Togo ne sont pas du tout réunis. Parce que déjà, la base sur laquelle ce dialogue va reposer n'est pas réelle, puisque la situation, comme je l'ai dit tantôt, oppose le peuple à ce régime criminel, illégitime, sanguinaire, corrompu, qui régit le Togo depuis 53 ans maintenant. Donc, évidemment, nous l'avons tout dit, nous avons expliqué plusieurs fois au Moltra que on ne peut dialoguer avec un régime comme celui-là. Le dialogue politique n'est pas une arme face à la tyrannie. La tyrannie appelle l'insurrection et la révolution. Pas de dialogue. Et ce régime, nous l'avons vu, il y a eu 27 dialogues au Togo avec des facilitateurs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la francophonie depuis les années 90. Aujourd'hui, on nous remet le même scénario en place et les gens sont là et on espère que va sortir de ce dialogue une solution qui va satisfaire le peuple togolais. Nous ne croyons pas du tout à cela. C'est pour ça que notre devoir consiste à rappeler à la jeunesse togolaise que c'est elle qui est la clé. C'est elle qui est la clé de la situation que traverse notre pays. Et cette jeunesse doit reprendre le contrôle de la situation. En faisant quoi? En s'organisant et en structurant le mouvement de contestation qui est en cours dans le pays. La jeunesse doit récupérer le mouvement et elle doit imposer la voie à suivre aux partis politiques. J'ai déjà fait des vidéos sur cette thématique où j'ai expliqué que les partis politiques ont un agenda, ont des intérêts et ont une façon de fonctionner qui ne cadre pas forcément avec un appel insurrectionnel, ce que réclame le peuple. Donc, à un moment donné, il faudra nécessairement que la jeunesse togolaise, avec l'appui d'un certain nombre de personnes, puisse prendre le contrôle de la situation, structurer la marche, définir une planification stratégique et se doter d'un leadership visionnaire capable véritablement de pouvoir implémenter cette planification stratégique qui n'est qu'un calendrier, une organisation structurée de la marche vers la reconquête de nos pouvoirs de décision que nous avons perdus collectivement. Ce devoir-là nous incombe toujours et nous n'allons pas échapper à cette loi de l'histoire qui est que lorsqu'un peuple est soumis à la domination, eh bien ce peuple n'a d'autres alternatives que de se révolter, d'organiser la révolte et de la faire aboutir. Parce que si nous continuons comme ça, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue, c'est juste de la fumisterie. C'est une invention pure et simple de la France-Afrique et de ses démembrements pour court-circuiter la volonté populaire qui veut plutôt un renversement systématique du pouvoir en place. Donc, le système a inventé
deux instruments, à savoir ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale et le dialogue pour pouvoir court-circuiter le peuple africain dans son élan révolutionnaire. Et nous devons être en mesure de lire ça. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir togolais a déjà fait participer son opposition institutionnelle à 27 dialogues depuis les années 90. Nous avons connu au Togo von Stumpnagel, facilitateur d'Allemagne, Bernard Stasi, facilitateur de la France, Philippe Bardiou, adjoint du facilitateur français Bernard Stasi, Ide Oumarou, facilitateur soi-disant de la francophonie. Tout ce monde a aidé, soi-disant, le peuple togolais. Les accords de Ouaga, nous avons connu tout ça. Blaise Compaoré, soi-disant, avait facilité aussi les choses dans la situation du Togo. 27 dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Yadema, on lui a tellement facilité les choses qu'il en était mort en 2005. Et Yadema, on lui a tellement facilité les choses qu'il était mort au pouvoir en février 2005. Et en mourant, il a donné en héritage le pays à son fils, Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui régente le pays. Et on est là, tout le monde est là à regarder. Donc, notre problème, c'est qu'à un moment donné, le peuple devient complice de sa propre domination et de sa propre souffrance. Parce que nous refusons de nous organiser, nous refusons de nous structurer et nous refusons d'écouter nos enfants les plus intelligents parmi nous. Nous refusons de voir les solutions en face, de voir les pistes les plus adaptées aux problèmes. Parce que nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Donc, quelque part, nous devenons acteurs de notre propre domination. Et donc, je le redis, le dialogue ne peut pas résoudre le problème togolais. Parce que le problème togolais, qui par extension est le problème de l'Afrique, est un problème colonial. C'est un problème de la colonisation. Donc, on ne peut pas résoudre l'équation coloniale par le dialogue. L'équation coloniale a été toujours résolue par le rassemblement des forces patriotes, des forces nationalistes dans une démarche de combat de libération. Donc, c'est un combat de libération qui nous attend. Plus nous traînons les pas, plus la situation se complique pour nous. Donc, aujourd'hui, la comédie qui est organisée à Lomé, cette comédie appelée dialogue entre le pouvoir et son opposition institutionnelle est une fumisterie qu'il ne faut pas cautionner. C'est un théâtre qu'il ne faut pas cautionner. Et les gens, quand ils disent que nous avons besoin de voir ce dialogue à la télévision, c'est une fausse question. Notre peuple ne demande pas à vivre ce spectacle en direct à la télévision. Ce que notre peuple demande, c'est le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Et proclamer cela, c'est bien. Dire que Faure Gnassingbé doit partir, c'est bien. Mais proclamer cela ne constitue pas encore les moyens pour pouvoir y arriver. Voyez? Donc, nous avons l'obligation, nous avons le devoir impérieux de reprendre l'insurrection populaire. Il n'y a pas d'autre voie en dehors de celle-là. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'autre voie en dehors de celle-là. Parce que il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Et notre peuple ne peut pas continuer à se soumettre à l'agenda du pouvoir en place et de ses alliés. Donc, nécessairement, notre devoir, c'est de reprendre la marche insurrectionnelle. Pas aller à la plage. Pas aller à la plage parce que la révolution, le soulèvement populaire, n'est pas un concert party qui se déroulerait au bord de la mer, sous les cocotiers. Non. Nous devons cibler le cœur du pouvoir. Nous devons cibler les institutions qui incarnent le pouvoir en place et prendre ces institutions-là pour cible. Tout simplement. Évidemment, il y aura des morts. Mais quel pays, quelle société s'est libérée de la domination sans qu'il y ait des morts? Et nous avons déjà des morts. Donc, nous sommes en train de faire fausse route en pensant que si l'opposition institutionnelle va à un dialogue avec le pouvoir en place, soi-disant sous la facilitation du Ghana ou d'un autre pays, on aura le salut. On se trompe parce que le pouvoir en place est une continuité de la colonisation. Et ce régime ne va pas se plier aux injonctions du peuple tant que ce peuple n'a pas fait le point pour lui asséner le coup fatal qui va le renverser. Donc, nous sommes appelés à réagir parce que le document qui est soi-disant le règlement intérieur de ce soi-disant dialogue est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule absolu. On dit qu'il y a une crise politique au Togo. Non,
Ce n'est pas une crise politique au sens classique du terme. Ce n'est pas une crise politique au sens classique du terme. Le problème africain n'est pas une crise politique au sens classique du terme. Non. Le problème africain est un problème de colonisation. Le colon a imposé en Afrique ce que lui-même il a appelé une élite indigène capable de collaborer à l'exploitation de l'Afrique. Et l'élite indigène togolaise incarne à merveille cette élite-là, cette élite coloniale qui continue l'entreprise coloniale de démolition de notre continent. Et nous sommes la majorité. Nous sommes la majorité. Mais le problème, c'est que le malheur du peuple africain est moins le fait de cette minorité criminelle que du silence et de l'inaction, de l'immobilisme de la majorité du peuple. Parce que la majorité est lâche. Elle ne combat pas. Elle est désorganisée. Elle est dispersée. Elle ne veut pas assumer ses responsabilités. Elle a peur. Mais la minorité qui domine n'a peur de rien. Elle est organisée. Elle est soudée. Elle a des chefs. Elle est dynamique. Elle n'a peur de rien. Elle a recours aux crimes les plus odieux pour pouvoir maintenir nos peuples sous sa coupe. Quand la situation est comme ça, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça. Parce que ça fait mal. C'est humiliant. C'est humiliant d'être de ce peuple-là. C'est révoltant. Je redis une fois encore que le dialogue ne va pas résoudre le problème du Togo. Pas plus que le problème de l'Afrique. Parce que nous sommes dans une logique coloniale où l'étranger a construit en Afrique une élite dirigeante qui continue son entreprise, son œuvre de la démolition coloniale de notre continent. Ce qui fait que en Afrique, nous n'avons pas encore d'État capable d'organiser la société et de répondre aux besoins de la population. Tout le reste, c'est une question de degré. Tout le reste, ce n'est qu'une question de degré. Parce que même le Ghana qui se vante aujourd'hui, mais non, le Ghana est très bien intégré dans le système colonial et dans l'économie mondialisée. C'est juste une question de degré de variation entre pays, entre territoires africains, qu'on appelle abusivement État africain. Donc, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, confrontés à une situation qui nous impose la prise de nos responsabilités. Nous sommes, au Moltra, disposés à aider, à apporter notre expérience, nos connaissances au service du peuple, de la jeunesse togolaise. Nous avons essayé, pendant que l'insurrection était dans sa phase la plus dynamique, nous nous sommes approchés de l'ensemble des dirigeants politiques. Je suis énervé là. Mais les gens font comme si il n'y a pas d'intelligence. Les gens font comme si nous ne sommes pas capables de théoriser sur ce régime et d'élaborer des stratégies gagnantes. Alors, comme les partis politiques ne cherchent pas les intelligences, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rapprochés d'un certain nombre de partis politiques au Togo, de nos propres moyens. Nous savions très bien que ces partis ne sont pas dans une logique révolutionnaire. Mais étant donné que nous avons vu la mobilisation populaire, nous nous sommes dit que si nous restions à l'écart, ce serait ne pas rendre service, ce serait participer au crime. Donc, nous avons produit du contenu. Nous avons produit de la matière. Nous avons produit de la réflexion. Et comme nous voyons que personne ne nous cherchait, nous avons nous-mêmes pris la responsabilité sur nous d'aller vers un certain nombre de partis politiques. Qu'est-ce que nous avons rencontré? Un blocage systématique où ces gens se comportaient comme des chiens du jardinier, incapables de manger du chou, mais empêchant les autres d'en prendre. Et ces gens nous ont empêchés. Pas d'écoute possible. Pas d'écoute possible. Nervosité totale. Refus du dialogue, d'écouter nos idées, nos propositions. Nous voyons très bien que ça patinait. Nous voyons très bien que le mouvement était en train de chavirer et que le mouvement était en train d'être noyauté par des idées rétrogrades. Mais non, on ne nous a pas suivis, on nous a rejetés, on ne nous a pas écoutés. On n'a même pas pris la peine de nous écouter. Il arrivera un moment où nous dirons les choses. Parce que il y a cette loi qui impose le silence. Parce que soi-disant, si on dénonce, si on critique les partis politiques, soi-disant de l'opposition, on ferait le jeu du pouvoir en place. Donc, on impose un silence qui n'a même pas sa raison d'être. Mais, ok, pour ne pas donner l'impression que nous faisons la division, nous nous taisons. Je me suis tué. Je n'ai rien dit.
les partis politiques qui aujourd'hui sont assis ou bien vont s'asseoir autour de la table de discussion avec le RPD. Nous avons essayé de leur donner la matière, de leur apporter ce que nous pouvons apporter. Le moment viendra, nous allons dire les choses de manière beaucoup plus claire. Et chacun verra qui est qui dans cette histoire. Parce que les slogans vides de sens, qui n'ont aucune réalité sur le terrain, qui n'ont même pas encore reçu un commencement de début de réalité, on les lance, on lance ces slogans, et les gens croient qu'il y avait quelque chose derrière. Il n'y a rien. C'est ça la vérité. La vérité crue, c'est qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas d'organisation derrière. Il n'y a même pas d'organisation derrière. Donc, les amis, si nous voulons que notre peuple retrouve son pouvoir de décision perdu, si nous voulons que notre peuple redevienne acteur de son destin, si nous voulons que notre peuple débute l'entreprise de reconstruction du pays et partant de là, du continent africain, nous devons armer mentalement nos peuples. Nous devons le faire voir la profondeur du problème. Nous devons faire voir à notre peuple et à sa jeunesse, en particulier, la gravité de la situation. Nous n'avons pas le droit de lui cacher la profondeur et la gravité du problème qui est le nôtre. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas encore le problème africain, mais qui parlent et qui empêchent la réflexion réaliste de s'installer. Des gens n'ont même pas encore découvert le millième du problème africain, mais ils parlent et ils empêchent la pensée réelle, combative de s'installer. Ce que nous vivons en Afrique, ce n'est pas simplement une question d'absence d'institutions ou bien de crise institutionnelle ou de panne. Non, non. Le problème est très profond. Les gens n'ont même pas lu ce que les colonisateurs eux-mêmes ont écrit, ce qu'ils ont voulu faire, en Afrique ou ce qu'ils ont réalisé en Afrique. Les gens n'ont même pas découvert tout ça. Ils savent même pas. Et ils sont là. Ils parlent, ils bavardent, ils pensent que le problème, c'est simplement un problème d'alternance, de changement dans la continuité. Non! Notre problème est très profond. Parce que la colonisation a réussi à déconstruire totalement la société africaine. Et nous sommes piégés. Nous sommes piégés par un certain nombre d'appareils tels que l'école qui nous aliène davantage, tels que la religion qui nous aliène davantage, et les gens sont là. Ils te parlent toujours de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, 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 Dieu. Mais non! Notre problème, ce n'est pas simplement un problème d'élection ou de démocratie, comme les Africains aiment tellement le dire. Démocratie. Démocratie. Droit de l'homme. Droit de l'homme. Démocratie. Et on joue avec ces mots. Pendant ce temps, la situation s'aggrave. Donc, je reviens encore une fois sur la question du soi-disant dialogue au Togo. Le dialogue, le soi-disant dialogue n'est pas l'outil adapté en face du pouvoir de Faure Gnassingbé. Parce que ce pouvoir-là, c'est l'incarnation de la continuité coloniale en Afrique. Et ce pouvoir fait partie de l'ensemble de ce que les colonisateurs eux-mêmes ont appelé l'élite indigène, l'élite africaine qui doit être construite et imposée au peuple d'Afrique de sorte que la colonisation puisse continuer. Si nous n'avons pas encore intégré ça, c'est que nous n'avons pas encore compris le problème. Si nous n'avons pas encore compris que nous ne sommes pas dans une situation de crise politique en Afrique, nous ne sommes pas dans une situation de crise politique au sens classique du terme au Togo, et que nous sommes plutôt dans une continuité coloniale, alors là, ma foi, nous ne savons pas encore ce que nous devons faire. Ça veut dire que nous ne savons pas encore ce que nous devons faire pour pouvoir nous en sortir. Donc, le dialogue, qui est une fabrication du système de la France-Afrique d'abord, pour pouvoir casser les velléités insurrectionnelles, indépendantistes, révolutionnaires du peuple africain. Si nous pensons que le dialogue est un outil adapté, alors là, nous avons tout faux. Alors là, les Gnassingbé, les Biya, les Bongo, les Ouattara
et des gens de cet acabit vont continuer à diriger en Afrique. Voilà. Parce que nous n'avons pas encore compris ce qui est notre problème. Donc, je le dis, depuis des années, quelqu'un pose la question, on fait comment? On fait comment? Pour faire quoi? Je dis que si nous comprenons le problème, comme je viens de l'expliquer, comme un problème colonial, ça veut dire que le combat qui doit être mené n'est pas un combat pour la réforme, parce qu'on ne réforme pas une institution coloniale, on ne réforme pas la colonisation, on ne dialogue pas avec le crime, on ne réforme pas le crime, on ne moralise pas le crime, on le combat. Et pour le combattre, nous avons besoin de nous organiser. Nous avons besoin de nous organiser, de nous structurer. Ça ne suffit pas de nous organiser, de nous structurer. Troisième élément important, c'est de planifier stratégiquement ce que nous voulons faire. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que vous comprenez ça? La planification stratégique, qui veut dire qu'il faut se doter d'un agenda. D'un agenda qui prend en compte le problème que nous avons en face de nous dans sa réalité. Qui doit anticiper les difficultés possibles, la réaction du camp d'en face et nos propres problèmes. La planification stratégique doit pouvoir doter notre mouvement de libération d'un agenda. Mais cet agenda doit tenir compte du problème qu'on a en face de nous et de nos forces et de nos faiblesses. Ça veut dire que nous avons besoin d'un leadership capable de comprendre d'abord le problème que nous avons en face de nous. Qui sont les acteurs? Quels sont les alliés possibles? Quelles peuvent être les réactions et les actions du camp d'en face lorsque nous jouons tel ou tel élément? Nous devons étudier le terrain. La question de la violence policière, militaire et milicienne. Le déploiement des milices, de la violence, du pouvoir en place. Comment est-ce qu'on l'a anticipé? Quelle réponse lui apporter? C'est ça que la planification stratégique est appelée à résoudre comme question. Mais ça, c'est une science. Ce n'est pas un jeu de l'autosport ou de l'auto-benz. Ce n'est pas un jeu de l'autosport où on se livre au hasard des choses. Il faut s'asseoir, réfléchir pour élaborer cette planification stratégique. Ces choses-là, ça fait des années que nous le disons au Moltran. Les gens ne nous écoutent pas. Les gens ne nous écoutent pas. Bon, ok, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas en situation d'implémenter ces solutions, qu'est-ce que nous avons essayé de faire dans le cas spécifique du Togo? Je viens de le dire, nous nous sommes approchés des partis politiques qui sont au devant de la contestation populaire pour leur donner ces instruments, puisque même ils ne viennent pas vers nous. Donc nous avons essayé de les approcher pour leur donner un certain nombre de ces éléments. Et ces gens ont refusé. Ils ont refusé parce que ils ont été très clairs. Ils ne sont pas dans une logique d'insurrection populaire. Ils ne sont pas dans une logique de révolution populaire. Ces gens veulent une réforme du système colonial, ce qui est une aberration, ce qui est une hérésie intellectuelle. Ça veut dire que ces gens ne comprennent pas le fond du problème que nous avons. C'est ça que je dis. Ça veut dire que la théorisation sur le système et son fonctionnement n'est pas encore maîtrisée. Et on veut faire quoi? C'est pour ça que ça ne peut que finir par le dialogue. C'est pour ça que toute la mobilisation populaire qu'on a observée au Togo ne peut que finir à la plage et dans les salons feutrés d'un hôtel où, soi-disant, on va dialoguer. Parce qu'on n'a pas encore cerné le leadership qui pilote cette insurrection populaire, je suis désolé de le dire, ne maîtrise pas encore les données du problème. Ou certains les maîtrisent, mais ne veulent pas implémenter ces solutions parce que ces solutions ont un coût. Ces solutions ont un coût. Et ce coût peut aller jusqu'à la mise en danger de leur propre vie, de leur vie personnelle. Donc, évidemment, ces gens ne sont pas en situation d'affronter la problématique africaine dans sa réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourner le problème vers une destination qui ne cadre pas avec la situation que nous avons en face de nous. Donc, le problème fondamental que nous avons, c'est que le leadership de la contestation populaire au Togo et par extension le leadership opposant en Afrique est trop faible. Ce leadership n'a pas encore compris
la quintessence du problème africain qui est un problème de continuité coloniale. Ce n'est pas simplement un problème de crise politique. Ce n'est pas un problème de crise politique où il faut remplacer Louis par Jean ou Kodjo par Kokou ou tout simplement retoucher un peu quelques tests et puis faire des réformes et obtenir une démocratie. Mais non, notre problème va au-delà de ces considérations superficielles. Pourtant, comme nous sommes en guerre, le système, dans son déploiement, va nous faire croire que le problème que nous avons, c'est juste un problème d'institution ou d'appareil ou de personnalité ou de personne. Parce que celui qui exerce le pouvoir aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas de bonne volonté, donc on va remplacer celui-là par un autre et puis on aura la solution. Mais non! Tant que le continent africain ne se sera pas libéré, il n'y aura rien. Parce que nous n'avons pas encore d'État en Afrique. Lorsqu'il y aura des États en Afrique, vous verrez que quand quelqu'un prendra le pouvoir et qu'il ne serait pas dans la dynamique de faire la volonté du peuple, eh bien, cette personne-là sera démise de ses fonctions très rapidement. Parce que on aura un État viable qui sera opérationnel, qui sera fonctionnel. Ce n'est pas encore le cas. Voyez? Donc, le leadership, je le redis encore une fois, le leadership de la contestation populaire au Togo est trop faible. Ce leadership refuse de voir le problème togolais dans sa réalité de la continuité coloniale. C'est pour ça qu'elle opte pour des solutions de facilité. C'est pour ça que ce leadership pense que la solution viendra de la moralisation du crime. C'est-à-dire qu'on va moraliser le crime. On va chercher des prêtres, on va chercher le prélat, on va chercher les religieux pour qu'ils viennent parler au cœur du tyran pour le convertir. On va procéder par l'évangélisation démocratique et chrétienne pour que ces gens-là comprennent qu'ils font du mal au pays. Mais non! C'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie pure et simple. Donc, la jeunesse africaine doit d'abord analyser le problème africain dans sa réalité coloniale et ensuite mettre sur pied l'organisation combattante qu'il faut. Et ensuite doter cette organisation de la planification stratégique. Je viens de l'expliquer. Et cette planification stratégique doit être conduite par un leadership visionnaire, patriote, courageux et capable d'être souple quand il faut l'être et capable d'être rigide quand il faut l'être aussi. Tout en tenant compte des difficultés et des mouvements du terrain. C'est ça qu'il faut faire. Si nous estimons que ça c'est de l'utopie, et que ça c'est du rêve, et que c'est impossible, eh bien, restons dans notre situation de misère. Restons dans notre situation de misère, et puis c'est tout. Qu'on n'en parle plus. Qu'on se taise. Qu'on se taise. Si nous trouvons que nous ne pouvons pas reconquérir notre espace, nos pays, notre continent, bien, restons là. Faisons le lit au Bongo, au Fort Gnassingbé, au Alassane Ouattara, ainsi de suite. Et puis c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de raccourci vers la liberté. Il n'y a pas de chemin raccourci menant à la liberté. Chaque peuple doit se battre pour se libérer. Tous les peuples qui sont passés par l'étape où nous sommes aujourd'hui se sont battus pour se libérer. Voilà. Mais il faut d'abord vivre la douleur de la perte du pouvoir de décision collective pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple défait, si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple soumis, à un peuple esclavagisé, à un peuple colonisé, un peuple qui ne maîtrise pas son espace, qui ne maîtrise rien, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la lutte pour la libération d'un pays. Et c'est là justement que le bas blesse. Parce que, comme le disait Malcolm X, le système a réussi à nous faire croire que nos meilleurs ennemis sont nos meilleurs amis et nos meilleurs amis sont devenus nos meilleurs ennemis. C'est ça que le système a fait de nous. C'est pour cela que nous devons redécouvrir notre histoire dans son entièreté, dans sa réalité, pour pouvoir affronter nos situations et la résoudre. Alors, il y a quelqu'un qui dit les Africains ne sont pas suffisamment armés intellectuellement pour comprendre ce que nous vivons. Les Catalans ont préparé leur jeunesse pendant 20 ans pour arriver au référendum. Nous devons rééduquer les masses sur les réels enjeux. Mais bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis des années. Normalement, comme je l'ai toujours dit,
le Moltra devait être à un niveau aujourd'hui de mobilisation et d'action tel que, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous avons refusé de voir nos situations en face. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir sa réalité. Nous avons passé le temps à nous amuser, à nous tirer dans les pattes, si bien que aujourd'hui nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés par cette minorité dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette minorité qui n'a peur de rien, qui est dynamique, qui est active, qui est organisée, qui est structurée, qui a un leadership, qui a des référents. Nous, dans nos rangs, qu'est-ce qu'on fait? C'est la détestation cordiale. Nous ne nous aimons pas. Quand c'est comme là qui crée quelque chose, les autres ne veulent pas venir. Résultat, là où tout le monde est souverain, chacun devient esclave. Là où tout le monde est souverain, chacun est esclave du système. Parce que nous avons refusé de nous doter d'un leadership capable de nous conduire. Et après, on se plaint. Maintenant, nous récoltons ce que nous avons semé. Nous avons voulu le vide dans nos rangs. Eh bien, nous avons un résultat vide. Nous avons le résultat du vide. Parce que nous avons tout joué à ce jeu de si c'est X qui est devant, moi Y, je ne vais pas le suivre. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Qu'est-ce que celui-là connaît plus que moi? Il est qui? On a tout joué à ce petit jeu-là. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'on soit dans le vide. Donc, c'est un changement de paradigme qu'il faut avoir. Nous devons repartir de zéro parce que nous n'avons rien construit de véritablement solide toutes ces années durant. Nous sommes rattrapés par nos propres turpitudes. Nous sommes rattrapés par nos propres insolences. Et nous sommes rattrapés par nos propres querelles interpersonnelles de bas étage. Nous sommes rattrapés par notre fonctionnement villageois. Et ce n'est même pas un fonctionnement villageois au sens africain du terme. Hein. Non, on s'est laissé aller. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par notre propre réalité. Et on se plaint de quoi? Et on se plaint de quoi? Non, ça fait des années. Allez sur Google, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Nous avons commencé par faire des conférences un peu partout. Qu'est-ce que nous avons récolté? Zéro. Nous nous épuisons. Et aujourd'hui, chacun sur Facebook joue au libérateur. Chacun vient sur Facebook pour jouer au libérateur. Chacun vient sur Facebook prononcer des incantations. Ford doit partir et il doit dégager. Gnassingbé dehors et Ford dégage. Ceci, cela. Oui, c'est très bien de le faire sur Facebook. Sauf que si nous restons sur Facebook, la libération aura lieu sur Facebook, mais pas sur le terrain. La libération va avoir lieu sur nos écrans d'ordinateur et de téléphone, parce qu'on sait taper sur le clavier, c'est bien, mais sur le terrain, no way. Sur le terrain, c'est no way, parce que nous n'avons rien construit. Et si nous continuons dans cette logique, nous allons rester sous la domination de ces gens-là. Peu importe que Faure Gnassingbé soit encore demain ou pas au pouvoir, mais le système restera si nous ne prenons pas nos responsabilités en nous organisant et en nous alignant derrière un leadership capable de nous conduire. Eh bien, nous verrons que nous allons rester au stade où nous sommes. Voilà les réalités. Donc nous jouons, ça nous amuse. Hein. Il y a des gens même qui disent que ce que nous sommes en train de faire, c'est une question de place, que c'est une question de compétition où chacun veut être visible. Si c'est ça, le combat que nous avons à mener, c'est peine perdue. Moi, ce combat-là ne m'intéresse pas. Ce n'est pas d'être star parmi des esclaves. Être star parmi les esclaves n'apporte strictement rien du tout. Mais il y a beaucoup de nos compatriotes africains qui pensent que ce qui se joue, c'est une bataille d'affirmation et c'est une bataille de visibilité de chacun contre chacun. Donc, nous refusons de nous mettre en mouvement de manière collective, de manière rassemblée, pour pouvoir véritablement affronter le système que nous avons en face de nous. Et chacun joue au libérateur né. Chacun joue au Jésus noir, au Jésus togolais, au Jésus africain. Le libérateur. Donc, nous avons refusé de bâtir des alliances de combat, des outils de combat. Un mouvement comme le Moltra devait aujourd'hui être dans une dynamique qui doit effrayer le système en place. Mais où sont les ressources humaines? Où sont les Africains? Où sommes-nous?
Nulle part. Nulle part. Chacun vient s'extasier, jouer au plus beau, au plus bel orateur sur Facebook et tout s'arrête là. Alors, je le redis, si nous continuons comme ça, nous allons libérer l'Afrique et le Togo sur nos claviers d'ordinateur, sur nos claviers de téléphone. Nous allons proclamer Urbi et Torbi, Ford doit partir, Gnassingbé dégage, Gnassingbé criminel, libération, demain, machin, tout ça. Mais sur le terrain, il ne se passera absolument rien parce que nous n'avons pas encore bâti les instruments de combat. Nous n'avons pas encore bâti des instruments de combat dirigés par des gens qui ont bien compris le problème africain, qui ne sont pas des vendeurs d'illusions, qui sont dans la gravité et qui ont pris le temps d'étudier, d'analyser le problème tel qu'il est, en allant lire dans la pensée du colonisateur. C'est ce travail-là que nous autres, nous avons fait. C'est pour ça que quand beaucoup de gens s'agitent sur Internet ou s'agitent ici et là, nous restons tranquilles. Parce que nous savons modestement ce qui se passe. Nous connaissons la profondeur du problème de notre continent. C'est pour ça que les agitations quotidiennes ou les m'as-tu vu quotidiens où chacun veut jouer au plus malin, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout parce que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas du tout à ce niveau. Voyez? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si la jeunesse africaine ne prend pas ses responsabilités en se retrouvant dans une structure de combat panafricaniste menée par des gens aguerris, visionnaires, patriotes, capables de concevoir une planification stratégique qui l'étoffe de diriger ce qui doit être le mouvement de libération de nos territoires, nous avons tout faux. Nous avons tout faux. Ça veut dire que nous allons rester dans nos fers. Nous allons rester prisonniers de ce système. Nous allons faire des soi-disant élections ici ou là. On va remplacer Abdoulaye Wade par je ne sais qui. On va remplacer Fogna Singbe par je ne sais qui. On va remplacer Alpha Condé par je ne sais qui. On va remplacer Ali Bongo par je ne sais qui. L'Afrique ne va pas bouger. Parce que le problème n'est pas simplement un problème de changement d'homme. Notre situation est une situation coloniale. Ça veut dire que l'Afrique, tout d'abord, dans sa géographie, dans sa cartographie, est le fait de l'étranger. C'est d'abord ça, la base. C'est-à-dire que les soi-disant États africains sont des constructions venant de l'extérieur. Ce sont des territoires qui sont la parfaite incarnation du visage d'autrui. Et donc, ces territoires sont programmés pour répondre aux besoins des autres. C'est ce que l'Afrique a toujours fait jusqu'ici. Alors, pour que l'Afrique redevienne africaine et que les ressources africaines servent d'abord à la satisfaction des besoins des Africains, il faut nécessairement reconquérir notre espace géographique d'abord. La conquête de notre espace est la première condition de la renaissance du continent africain. Cela veut dire que nous devons nous engager dans des mouvements ou dans un mouvement de libération continentale, dans des mouvements de libération. C'est un combat de libération que nous devons mener. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Parce que le système est très bien enraciné. Mais dire que le système est très bien enraciné ne veut pas dire que si le peuple s'organise, se dote des structures qu'il faut, est mené par un leadership visionnaire, patriote, courageux, intelligent, qui se dote d'une planification stratégique adaptée aux problèmes, que ce peuple ne va pas triompher du système. Parce que nous l'avons vu, dans toute l'histoire de l'humanité, aucun système n'a réussi à dominer un peuple de manière éternelle, de manière durable. Surtout un peuple déterminé qui a décidé de s'affranchir. Aucune institution, quelle que soit sa force, n'arrive à dominer ce peuple ou à vaincre ce peuple. Et c'est là que notre responsabilité est en jeu. C'est sur ce point précis que notre responsabilité est en jeu. Donc, d'une certaine manière, à un certain moment de l'histoire, si les peuples ne se dotent pas
des outils nécessaires et adaptés aux problèmes qu'ils ont, c'est que ces peuples deviennent coupables de leur propre suggestion. C'est qu'à un moment donné, ces peuples deviennent acteurs de leur propre domination et de leur propre destruction. Voilà ce qu'il faut dire. Voyez? Donc, notre mission, c'est de faire comprendre dans un premier temps la profondeur de notre problème à notre jeunesse, à la jeunesse africaine, à la jeunesse togolaise. Dans un deuxième temps, lorsque les gens auront compris la profondeur du problème, ils vont se détourner des sentiers battus, des solutions de facilité qui ne cadrent pas du tout avec le problème que nous avons en face de nous, pour s'orienter vers des solutions de gravité, des solutions de responsabilité, à savoir le rassemblement dans des structures de combat, de libération. Parce que il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui reste aux Africains. Le reste, c'est de la digression et de l'amusement. Le reste, c'est de l'irresponsabilité. Nous avons créé le MOLTRA pour cela. Nous avons créé le MOLTRA pour rassembler la jeunesse africaine dans une structure de combat pour la libération de notre continent. Parce que la lutte que nous avons menée, ce n'est pas une question de réforme. Parce qu'on ne réforme pas la colonisation. On ne réforme pas les instruments coloniaux. On ne réforme pas un système criminel, un système colonial. On ne le réforme pas. Si les Africains n'intègrent pas cette donnée première, c'est qu'ils n'ont pas encore compris le problème qu'ils ont en face d'eux. Et comme on ne réforme pas la colonisation, comme on ne peut pas moraliser le crime, comme on ne peut pas évangéliser et convertir par la bonne parole le crime à la morale, comme on ne peut pas transformer un système criminel qui vit, qui prospère sur le crime, qui est rétribué par le crime, et comme on ne peut pas moraliser ce système-là, nous avons besoin nécessairement de mener le combat de libération de notre continent. Et donc, du Togo. Donc, cela passe d'abord par la réelle compréhension du problème. C'est d'abord l'analyse du problème, c'est d'abord la réelle compréhension du problème, qui est un problème colonial. Ce n'est pas un problème de crise politique classique où on va réunir les acteurs autour d'une table pour définir une solution. Non, le problème africain est plus profond que ça. C'est un problème colonial. C'est-à-dire que c'est un continent qui est mis au service d'autrui. Et le colonisateur lui-même a dit que, en partant, disons de manière visuelle d'Afrique, installer une élite, je reprends la formule utilisée par les colonisateurs eux-mêmes, bâtir en Afrique une élite indigène capable de continuer l'œuvre coloniale du continent africain. Donc, cette élite-là, elle doit être détruite pour que l'Afrique renaisse. Et ce n'est pas en allant serrer les mains de ces gens-là, soi-disant dialoguer avec eux, qu'on va détruire cette élite coloniale qui est en train de démolir complètement notre continent et nos peuples. Donc, si nous comprenons le problème de cette façon-là, nous devons absolument et nécessairement, de manière logique, nous inscrire dans des cadres, dans des mouvements, dans des organisations qui prônent le combat de libération. Et nous avons créé le MOLTRA pour cela, pour rassembler la jeunesse africaine combative dans une structure de lutte, de libération. Et, évidemment, si nous nous organisons, nous devons structurer la marche collective vers l'atteinte de nos objectifs, à savoir la libération et la reconstruction de notre continent et de notre pays, le Togo. Et donc, nous avons besoin nécessairement de ce que j'ai appelé, tout au long de cette heure d'entretien, la planification stratégique. J'ai expliqué ça 1000 fois. J'ai fait d'autres vidéos. J'ai dit beaucoup de choses. Depuis des années, nous avons écrit. Et il y a certaines personnes qui reviennent tous nous poser les mêmes questions. Nous avons écrit depuis des années. Ça fait plus de 15 ans que nous faisons tout ça. Nous avons écrit des textes, nous avons publié des vidéos, nous avons fait des conférences, nous avons dit, je ne sais plus. Et on tourne en rond. Donc, planification stratégique, pilotée par un leadership visionnaire,
un leadership au fait de l'histoire. Un leadership qui prend la mesure de la dimension historique de ce que vit le continent africain, qui doit savoir le parcours de nos peuples dans l'histoire. Un leadership visionnaire, capable de profondeur, de gravité, sans slogan vide de sens. Un leadership capable de pouvoir implémenter cette planification stratégique sur le terrain, en tenant compte des difficultés que va nous poser le système en place, que nous pose déjà le système en place et que va nous poser le système en place, et un leadership en mesure d'anticiper nos propres faiblesses pour pouvoir imaginer les solutions de correction au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que nous n'avons pas été capables de produire au Togo. Et c'est pour ça que toute la mobilisation gigantesque qu'on a eue ces derniers temps se solde aujourd'hui par ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire ce 28e épisode de la comédie du dialogue avec les Gnassingbé. Parce que le leadership de la contestation populaire est trop faible et ne théorise pas, n'a pas théorisé. Et quand bien même ce leadership qui conduit le mouvement n'a pas théorisé sur le problème et sa solution, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes approchés de ces partis politiques pour tout d'abord les écouter, comprendre où ils mènent le peuple qui est massivement mobilisé jusque dans sa diaspora, et ensuite renforcer leur capacité de réflexion et leur capacité opérationnelle. Donc nous nous sommes approchés de ces partis politiques. Évidemment, nous savions, nous l'avions dit depuis le début, nous savions que ces partis n'étaient pas dans une logique révolutionnaire. Nous l'avions dit. Le 12 septembre 2017, nous avons fait une conférence, nous nous sommes retrouvés avec d'autres compatriotes togolais, où nous avons débattu de la mobilisation populaire au Togo, et je disais que ce mouvement-là n'était pas, parce que les éléments sont là, ce mouvement n'est pas un mouvement révolutionnaire. Et nous avons expliqué pourquoi. Donc, comme nous avons vu toutes ces difficultés venir, nous nous sommes approchés de ces partis politiques. Mais nous avons été rejetés. Ces gens n'ont jamais voulu nous écouter. Des gens se comportaient autour d'un certain nombre de leaders de partis comme des chiens du jardinier, incapables de manger le chou, mais qui empêchent les autres d'en prendre, défendant chèrement leur position. Parce que pour eux, quand on s'approche de leur soi-disant leader, c'est qu'on veut leur voler leur place. Comme si il y avait une compétition, comme si ça essayait d'une question de place, parce que les gens se voyaient déjà ministre, premier ministre, ministre de ceci, ministre de cela, alors que nous n'avons même pas encore commencé la lutte, nous n'avons même pas encore amorcé l'organisation de la marche vers la conquête du pouvoir. On a joué à ça. Résultat, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, notre peuple est en quelque sorte floué. D'où la nécessité pour nous autres de nous constituer maintenant. Parce que si nous disons que les autres n'arrivent pas à produire la réflexion adaptée au problème, n'arrivent pas à anticiper les coûts du système, n'arrivent pas à théoriser et n'arrivent pas à élaborer une stratégie gagnante, eh bien, c'est à nous maintenant d'entrer en jeu. Mais nous ne pouvons pas entrer en jeu si nous n'avons pas un minimum d'accompagnement. Si nous n'avons pas un minimum d'accompagnement ou de gens qui nous soutiennent, c'est que voilà, nous ne pouvons pas constituer l'alternative. Donc nous serons obligés de faire avec ce qu'on a et ce qui constitue ce que nous appelons de manière abusive les leaders. Voilà. Donc, la jeunesse africaine est interpellée. Je le redis, le MOLTRA est disposé à faire ce travail de structuration, d'organisation, de planification et de conduite de cette planification stratégique sur le terrain. Parce que ça fait des années que nous avons travaillé. Ça fait des années que nous avons réfléchi, que nous avons cherché, que nous avons compris, que nous avons cherché à étudier le problème dans sa profondeur. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous perdons du temps. Nous perdons du temps à nous-mêmes en agissant comme nous agissons actuellement. Et c'est très grave. C'est très grave. Oui, Monsieur Messner, je ne sais pas. Voilà le type d'homme qui vient souvent nous agacer avec ses commentaires. Monsieur Marc Messner,
Je ne vais pas m'engager dans une polémique avec vous. Nous savons d'où nous venons. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons où nous sommes actuellement. Donc, vos leçons de périodisation ou de je ne sais quoi, il faut vous les garder. Voilà. Nous sommes au Moltra depuis des années. Nous savons de quoi nous causons. Ne venez pas nous distraire avec vos histoires de dire que la période de conscientisation est passée, tout ça. Non, nous savons de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas si naïfs que vous le croyez. Ça fait un moment que vous venez tout commenter les choses en disant tout des choses comme ça. Je ne vous réponds pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argument, mais c'est parce que je ne sais d'où vous venez et je ne sais quelles sont vos expériences, je ne sais quelles sont vos références. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas nous distraire. Nous savons les difficultés et les réussites qui sont les nôtres. Nous les savons parfaitement. Donc, moi, je ne suis pas du genre à m'amuser. Je ne suis pas du genre à être dans des commentaires puérils avec des leçons. Non, ça ne marchera pas avec moi. Donc, moi, je ne veux pas m'engager dans cette discussion-là avec vous. De périodisation et de... Non, ça ne m'intéresse pas. Nous savons quel est le parcours qui est le nôtre. Nous savons le parcours qui est le nôtre, je le redis. Nous savons les difficultés et les réussites qui sont les nôtres. Et moi, je n'ai pas découvert l'Afrique en la quittant. Nous avons commencé en Afrique depuis 2003 avec une structure que nous avons appelée la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Nous avons sillonné le continent africain. Nous avons rencontré des mouvements. Nous avons rencontré des jeunes. Nous avons rencontré beaucoup de gens. Nous avons été un peu partout en Afrique. Nous avons rencontré Laurent Gbagbo. Nous avons rencontré la jeunesse patriotique en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré la jeunesse patriotique burkinabé. Nous avons été au Bénin. Nous avons été au Niger. Nous avons été en Guinée. Nous avons été au Mali. Nous avons été au Sénégal. Nous avons été en Libye. Nous savons de quoi nous parlons. Donc ne venez pas, s'il vous plaît, nous savons de quoi nous parlons. Et quand je suis arrivé ici, je me suis promené, j'ai fait des universités, j'ai rencontré des Africains. J'ai été dans des mouvements. J'ai été dans beaucoup de pays en Europe pour parler aux Africains, pour les rassembler. Je sais le résultat qui est le nôtre. Je sais ce que nous avons comme résultat aujourd'hui. Et si nous sommes encore à cette étape, ce n'est pas parce que nous n'avons pas compris le problème qui est le nôtre. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas travaillé. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas. Donc, moi, vous savez, je ne suis pas du genre à polémiquer avec ces sujets-là. Et je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. S'il vous plaît. Nous avons de l'expérience. Nous avons accumulé beaucoup d'expérience. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons nos problèmes. Hein. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons élaboré des pistes de solutions. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Voyez? Si vous pensez que c'est sur Internet que je vais commencer par dire qu'il faut faire telle ou telle action, vous vous trompez. Ce que nous faisons sur le terrain, nous savons. Il y a des compatriotes qui sont sur ce forum, qui nous suivent actuellement, qui savent ce que nous avons fait. Si nous prenons le cas du Togo, hein, le mouvement récent, il y a des compatriotes qui sont sur ce forum-là, qui savent parfaitement de quoi nous avons été capables, ce que nous avons fait. Donc, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et je n'ai pas d'exposé d'action à vous faire sur ce forum. Non, ce que j'essaye de faire, c'est d'appeler nos jeunesses à comprendre la profondeur du problème qui est le nôtre, pour ne plus emprunter les mauvaises pistes qui sont tracées ici ou là. Parce que ce sont ces mauvaises pistes qui drainent le plus de monde. Parce que ces solutions présentent une certaine facilité et une certaine logique qui, en fait, n'est que du sophisme. C'est du sophisme. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que la jeunesse africaine puisse comprendre la profondeur, la gravité du problème, les éléments constitutifs du problème africain, pour ensuite les appeler au rassemblement agissant. Ce n'est pas sur Facebook que je vais décréter les actions. Ce n'est pas sur Facebook, dans une vidéo comme celle-là, que je vais décréter les actions que nous avons à mener. J'appelle la jeunesse à se rassembler, à s'unir, à faire le pas de la construction d'un mouvement panafricaniste de combat. Et le mouvement que je connais le mieux, c'est le mien. J'ai le droit quand même de dire au mien de venir au Moltra, de se mettre en mouvement
pour que nous puissions commencer un travail. Donc, je n'ai pas de leçons d'esthétique et de théorisation à recevoir. Ce que nous voulons, c'est que la jeunesse africaine comprenne la profondeur du problème. Deuxièmement, se rassembler autour d'un leadership véritablement panafricaniste, combatif. Un leadership capable d'élaborer, et nous l'avons fait au Moltran. Nous avons une planification stratégique. Nous savons ce que nous avons à faire. Ce qui nous manque, fondamentalement, c'est les ressources humaines. Parce que ce que vous appelez les 2000 mouvements panafricanistes, machin, tout ça, allez voir concrètement ce que valent ces mouvements. Vous savez, j'étais l'un des tout premiers à commencer à faire des conférences et tout ça. Mais je me suis rendu très vite compte que c'est bien, mais concrètement, c'est pas ça. Voyez? Donc, moi, je suis allé chercher des gens, les uns après les autres. Je suis allé chercher les gens dans leur lit. Et même quand vous allez les chercher, ils sont pas là. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, le peu que nous avons pu mobiliser, nous l'avons mis en mouvement, nous avons fait certaines choses. Et ce n'est pas le lieu de clamer tout ce que nous avons fait. Mais dans notre démarche, nous continuons à appeler les Africains à se réunir, à se retrouver avec nous au Moltran pour que nous puissions ensemble réfléchir et travailler. Parce que les problèmes africains ne sont pas souvent perçus comme ils sont réellement. Parce que le système a réussi à nous dribbler et à nous faire croire à ce qui n'existe pas réellement. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes aujourd'hui. Si nous voulons reconquérir notre pouvoir de décision collectivement perdu, si nous voulons faire en sorte que l'Afrique redevienne africaine et que ce continent renaisse, soit mis au service de ses enfants et que ces enfants le servent véritablement, nous avons besoin de comprendre que le problème africain est d'abord un problème colonial et qu'en conséquence, nous ne pouvons nous doter que d'un mouvement ou des mouvements de libération pour ce fait. Et cela passe nécessairement par la mise en place ou l'adhésion à des structures qui existent. Et c'est par le biais de ces structures-là que nous allons nous organiser effectivement pour la lutte. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir le désordre dans lequel nous sommes, la désorganisation complète dans laquelle nous sommes, l'indiscipline totale, où chacun vient jouer au leader sur Internet. Pendant ce temps, le terrain est laissé vide. Autant il n'y a pas de construction sans constructeur, autant il n'y a pas de libération sans libérateur. Donc, à un moment donné, il faut nécessairement que ceux qui ont compris le devoir et l'absolue nécessité de nous mettre en mouvement pour libérer nos pays, nos territoires et par conséquent l'Afrique, ces gens-là doivent nécessairement se retrouver. Doivent se retrouver dans une structure. C'est à partir de là que nous allons définir de manière organisée, de manière structurée, le chemin et les voies par lesquelles nous allons entreprendre la libération et la reconstruction de notre continent. Et je crois, de manière modeste, que nous avons doté, en ce qui nous concerne, la jeunesse d'un mouvement qui s'appelle le Moltran, vers lequel je veux attirer les ressources humaines disponibles. Voilà le travail qui est le mien. Bon, alors, Monsieur Messner, vous continuez, vous dites, nous avions regroupé 700 panafricains qui seront N'Djamena à la conférence. C'est très bien, c'est très bien. Si la libération peut venir de vous, tant mieux, faites-le. Si vous avez tant de succès et de réussite, faites-le. Nous sommes là, nous allons acclamer, nous vous acclamerons. Deuxièmement, vous dites que vous avez, en octobre 2000, vous vous retrouverez à Johannesburg avec Judith Malema et d'autres pour mettre sur pied cet exécutif. Bon, c'est bien. C'est bien. Je ne peux que vous acclamer. C'est tout à votre honneur, comme le dit quelqu'un. C'est bien. Les conférences, nous en avions fait, hein. Nous les connaissons. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons de l'expérience. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais nous avons participé dans les années 2000.
jusqu'à 2006 à des conférences que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avions été en 2004, 2005, je ne sais plus, à une conférence organisée par la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire, où nous étions des milliers de la jeunesse africaine à nous retrouver en Côte d'Ivoire, sous la présidence de Blé Goudé et de quelques autres. Mais ce n'est pas le lieu de dire tout ça. Donc, si vous avez des choses à faire, faites-les et puis nous allons vous suivre. Si vous êtes en mesure d'assumer ce leadership dont nous parlons, faites-le et puis nous allons vous rejoindre. Ignorez-nous, considérez-nous comme des gens qui ne sont pas en mesure d'imaginer les solutions que vous semblez détenir. Faites vos choses et puis nous allons venir vous rejoindre le moment venu, ou alors nous continuerons sur notre chemin, sur notre faux chemin, et vous continuez sur le vôtre. Voilà. Nous savons de quoi nous parlons. Ce n'est pas à la naissance de Facebook que nous avons commencé ce combat. Nous avons théorisé, nous avons rencontré, nous avions vu des panafricanistes aussi bien ici qu'en Afrique. Nous avons fait un parcours. Et c'est sur la base de l'expérience que nous parlons. Évidemment que ce que nous disons ne peut pas être reçu unanimement. C'est tout à fait normal. Donc, s'il y a des avis divergents ou des avis plus pointus, plus aguerris, plus informés, plus capables de faire les choses, bravo, c'est tout ce que nous disons. Hein. Et toute ma vie, je l'ai passé en ne faisant que ça, en appelant la jeunesse à l'action. Donc, si vous êtes en mesure de faire, de conduire cette lutte et que vous avez tout, c'est bien. Bravo. C'est tout ce que je peux dire. Alors, je pense que j'ai exposé un peu la situation. J'aimerais bien que des gens nous posent des questions, que d'autres commentaires arrivent, des suggestions soient faites pour meubler la discussion. C'est bien que le compatriote Marc Messner ait apporté sa contribution. Ça a permis d'alimenter aussi le débat et de savoir qu'il y a un mouvement de libération qui va se réunir très bientôt et que tout soudain, tout bientôt, l'Afrique sera libérée. Peut-être que nous ne serons pas de la partie, mais si l'Afrique est libérée, nous serons les tout premiers à acclamer et à applaudir ceux qui auront réalisé ce travail patriotique. Donc, je ne peux qu'encourager ce type d'initiative à aller de l'avant et je ne peux que souhaiter plein succès à ce type d'entreprise. Alors, Monsieur Messner continue. Messner pose la question de savoir si nous reconnaissons au Montra ou si moi je reconnais la légalité et la légitimité des États issus de la conférence de Berlin. Je ne sais pas si quelqu'un sur le forum veut lui répondre parce que j'ai répondu 1000 fois à cette question. J'ai écrit depuis des années. J'ai fait des conférences depuis des années. J'ai expliqué pourquoi, et je viens d'ailleurs de le redire dans cette vidéo, qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Donc, voyez à quoi on veut nous ramener. On nous ramène à ces considérations basiques que nous avons déjà dépassées, nous. Nous ne nous attardons même plus sur ce type de notion. Ça, c'est une donnée de base, c'est une donnée première. À savoir que les États, soi-disant africains, ne sont que des enclos coloniaux bâtis à partir de la conférence de Berlin, c'est-à-dire le cadre général des soi-disant États africains, les enclos coloniaux abusivement appelés États africains. Le cadre juridique général a été posé à la conférence de Berlin 1884-1885. Et de ce cadre général découle une série d'accords sur le terrain entre les puissances colonisatrices, entre la France, la Grande-Bretagne, entre la France, l'Allemagne, entre l'Allemagne, l'Angleterre, entre l'Espagne, le Portugal. C'est à partir d'une série d'accords que les territoires africains ont acquis leur forme actuelle. Donc, je l'ai tout dit, les États africains aujourd'hui ne sont pas des États. Ce sont des enclos coloniaux dans lesquels sont parquées nos populations. Et ces enclos coloniaux ont une fonction bien définie. Parce que le cadre général, la conférence de Berlin,
à imaginer le morcellement de l'Afrique en termes de politique et d'économie. Et donc, les soi-disant États africains, aujourd'hui, continuent de jouer le rôle colonial que leur a assigné leur créateur. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, monsieur, il n'y a pas d'État en Afrique. C'est pas abus de langage qu'on appelle ces territoires-là des États. C'est un abus de langage que d'appeler ces territoires-là des États. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais redire ça. Nous sommes aujourd'hui à un niveau qui est que nous ne pouvons plus continuer à penser que nous pouvons aborder les problèmes qui sont les nôtres avec des solutions ou avec des approches de solutions qui sont complètement en déphasage avec la réalité. Et je le redis, notre réalité, c'est une réalité coloniale. Et nous ne pouvons l'affronter qu'avec la connaissance de cette réalité-là. Dans l'histoire, tous les peuples qui sont passés à un moindre niveau, dans une moindre mesure, par la situation que connaît l'Afrique, ont défini des solutions de manière radicale. Et ces solutions ont été conduites par des gens qui ont la profondeur historique et qui ont la gravité comme mode de fonctionnement. Et ces gens ont été toujours cohérents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un peuple est confronté à la situation qui est la nôtre, ce peuple doit être capable d'aller puiser les éléments de sa renaissance dans le panier historique qui est le sien. Et nous, notre panier historique, c'est lequel? C'est le panier de l'Égypte antique, pharaonique, qui est la plus grande réussite du peuple noir. Et c'est à partir du retour à cette réalité historique première que nous allons être capables de reconstruire notre continent. Et à partir de ce panier, nous aurons à faire un pas supplémentaire en allant chercher des éléments supplémentaires dans ce qu'on appelle l'Afrique impériale, c'est-à-dire l'Afrique des grands empires. Ce n'est qu'en allant chercher les éléments de notre renaissance dans ce panier historique que nous allons refaire l'Afrique avec de nouvelles institutions. Et les institutions qui doivent fonctionner, ce sont les institutions qui sont sécrétées, c'est-à-dire des institutions qui viennent de notre réalité anthropologique, sociologique, historique, économique et intellectuelle, morale, religieuse. C'est ça. Si nos institutions ne sont pas sécrétées par nous-mêmes, ne viennent pas de nous-mêmes, eh bien, nous allons continuer à marcher dans les pas des autres. Et quand un peuple marche dans les pas des autres, il est en retard sur les autres. Parce que vous ne pouvez pas marcher dans les pas des autres tout en étant à leur niveau ou en les dépassant. Et la question africaine ne se pose pas en termes de compétition entre peuples. Il s'agit pour les Africains de rester eux-mêmes, de partir d'eux-mêmes pour revenir à eux-mêmes en faisant le parcours de l'histoire. Évidemment que notre peuple sera appelé à emprunter d'autres cultures, d'autres civilisations, un certain nombre d'éléments. Mais ces éléments-là doivent être soigneusement choisis, triés en fonction de nos intérêts. C'est ainsi que nous n'aurons pas à adopter, comme nous l'avons fait jusqu'ici, les mauvaises pratiques des autres. C'est un travail colossal. Et ce travail-là commence d'abord par la reprise en main de notre géographie. C'est le premier pas, c'est la condition sine qua non. Pour que l'Afrique renaisse, pour que nous puissions redevenir acteurs de notre destin, nous devons nécessairement reconquérir notre espace géographique qui passe par l'aboutissement, par la victoire de la lutte pour la libération de notre continent. Et nous ne pouvons pas aller vers ce combat libérateur si nous ne nous dotons pas de l'organisation et des structures qui doivent porter une planification stratégique qui doit être conduite par un leadership capable de le faire. Donc voilà, le cercle est fermé. C'est vers ça que nous devons nous orienter. Si nous ne faisons pas ça, c'est vain que nous soyons sur Facebook, c'est vain que nous soyons dans les incantations, c'est vain que nous soyons dans les slogans. La réalité est que sur le terrain, nous sommes dans un vide total. Et c'est ce vide-là que nous ne pouvons pas laisser continuer. C'est pour ça que je le redis, si nous ne nous rassemblons pas très rapidement dans des structures organisées, eh bien,
nous n'aurons nos yeux que pour pleurer et les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain. Alors, bon, le compatriote Marc Messner, il continue, il dit voilà une bonne raison pour être en N'Djamena le mois prochain pour ne pas avoir les yeux. Bon. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit, mais vous voulez aller en N'Djamena, c'est bien. Allez en N'Djamena, faites votre réunion, réunissez ce que vous pouvez réunir et puis faites ce que vous dit la situation. Encore une fois, bravo, chapeau, c'est tout ce que nous voulons. Donc s'il y a quelque part une jeunesse africaine qui veut assumer ses responsabilités, responsabilités auxquelles nous l'appelons depuis des années, bravo. Qu'est-ce que le nez cherche si ce n'est que respirer? Donc, je suppose que ce que nous faisons depuis des années n'est pas étranger à cette prise de conscience de la jeunesse. Le Mortra se félicite que, enfin, des gens comme vous et d'autres se mettent en mouvement pour bâtir l'instrument de combat libérateur du continent africain. Et donc, dès que nous aurons la possibilité de voir plus clair dans vos travaux et vos résolutions issues de cette réunion de N'Djamena, nous pouvons vous rejoindre. Il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fin de compte, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le direct, mais peu d'intervenants. Si je me permets, je peux revenir sur l'actualité du Togo, où ce qui est appelé la classe politique conduit, faute de théorisation suffisante, faute d'analyse en profondeur de la situation et faute de planification stratégique conduite de manière courageuse, la contestation populaire se retrouve aujourd'hui mise sous éteignement et va mourir dans les salons feutrés d'un hôtel ou de je ne sais quel, on dit Togo Telecom, où on va soi-disant discuter des réformes à apporter au régime sanguinaire, tyrannique, criminel de Gnassingbé. C'est-à-dire que l'opposition institutionnelle au Togo pense que notre peuple est tellement incapable, est si incapable d'affronter victorieusement le pouvoir des Gnassingbé et de leurs alliés que finalement la seule solution qui lui reste, c'est d'aller s'asseoir autour d'une table avec ce pouvoir-là et faire en sorte qu'on puisse arracher ou en tout cas pousser ce pouvoir-là à faire des réformes. Et comme garantie, les politiques togolais se dotent de ce qu'ils appellent un facilitateur à la personne du président du Ghana. Ce qui est extrêmement dérisoire, sinon ridicule. C'est extrêmement dérisoire, sinon ridicule. Parce qu'encore une fois, notre problème n'est pas une simple crise politique. D'ailleurs, le document, soi-disant règlement intérieur, qui est publié ce soir par les partis, dit clairement qu'il s'agit d'une crise politique qui doit être résolue par le biais d'un dialogue constructif. Comme si les intentions du EPT ne sont pas connues d'avance. Comme si ce pouvoir n'a pas suffisamment démontré sa capacité à noyer la contestation populaire dans le gouffre d'un dialogue improductif. Ça fait la 28e fois que le EPT, le pouvoir en place au Togo, grâce à l'intelligence stratégique et tactique de ses conseillers et de ses alliés français, occidentaux, africains, arrive à se sortir de l'impasse par le jeu d'un appel au dialogue. Alors, étant donné que les partis politiques ont leur agenda, ont leur propre logique, il revient à nos jeunesses de prendre les taureaux par les cornes, d'aller au-delà de ce spectacle dont il ne va rien sortir de libérateur pour le peuple togolais. C'est-à-dire que nous sommes capables d'anticiper le résultat de ce dialogue. Bon, il y a le compatriote Fogan qui pose la question de savoir que peut-on attendre du dialogue togolais. Vous avez certaines idées. Mais non, il n'y aura rien de ce dialogue parce que c'est de la comédie. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à une situation où le dialogue est devenu une institution. C'est-à-dire que le dialogue est devenu une institution dans nos pays. Ou d'une certaine manière en Afrique, le dialogue est devenu... bon, alors, est-ce que c'est aux Africains qu'on va apprendre
ce qu'est le dialogue, c'est-à-dire l'Afrique est la société où la parole, où la discussion a tout son sens, où la tradition de l'arbre à palabre est une réalité, où on débat. Ce sont les dictateurs africains et leurs alliés qui vont nous apprendre le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue. Les Africains ont tout débattu. Sauf que les Africains n'ont jamais débattu avec le crime. Le crime, on le combat. On ne discute pas, on ne dialogue pas avec le crime. On ne dialogue pas avec la colonisation. Donc, ce qui est fait là au Togo, aujourd'hui, c'est une fumisterie. C'est un assassinat supplémentaire du peuple togolais. C'est la négation des intérêts de nos peuples. C'est un déni de droit. C'est un déni qui est opposé aux revendications légitimes de nos peuples qui n'a jamais donné sa bénédiction au pouvoir RPT en place. Et notre peuple n'a pas manifesté ces derniers temps pour demander un dialogue. Notre peuple manifeste pour que le système RPT tombe et que le pays commence sa renaissance. C'est ça le message des Africains du Togo. Alors ce message, il est détourné vers un horizon hypothétique appelé dialogue. Si nous faisons de la prospective, et la prospective ne peut être faite qu'avec les éléments en présence et avec une analyse historique, c'est de dire clairement que ce dialogue-ci ne va, comme les 27 autres, déboucher sur quoi que ce soit. Les intentions du RPT et de leurs alliés sont connues. Ce sur quoi repose le pouvoir dans le territoire africain du Togo, c'est la violence et la corruption. C'est-à-dire l'élément clé, l'élément central sur lequel se fonde ce régime criminel sanguinaire, c'est la violence militaro-policière et la violence des milices. Alors, si on maîtrise, si on cerne cet élément-là, ça veut dire que ce qu'il faut construire pour répondre à ce pouvoir-là doit correspondre à sa réalité ou à la réalité de ce pouvoir. Cela veut dire que le système ou un pouvoir dynastique du type colonial n'appelle pas un dialogue. Ce type de pouvoir appelle une insurrection populaire. Et cette insurrection populaire, il faut la construire. C'est là que nous n'arrivons pas. C'est là que le leadership qui, soi-disant, dirige l'insurrection populaire aujourd'hui, n'est pas en mesure de franchir cette étape-là, de franchir l'étape de l'organisation, de la structuration et de la planification stratégique de la marche des Africains du Togo vers la reconquête de leur pouvoir de décision perdu. Et ça appelle notre responsabilité. C'est là le cœur du problème, il est là. Est-ce que le leadership de la contestation aujourd'hui est en mesure de conduire une insurrection populaire victorieuse? La réponse est non. La réponse est doublement non. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui le disent. Ils ont rendu incapable notre peuple. Ils ont rendu notre peuple incapable à affronter de manière victorieuse le pouvoir des Gnassingbé. Et ils disent qu'en revanche, étant donné que le peuple est incapable de renverser le régime, alors qu'on n'a pas donné tous les instruments opérationnels à ce peuple, on le conduit à la plage au lieu de le conduire vers les cibles qui incarnent le pouvoir, on le conduit à la plage, et en même temps on dit que non, le peuple n'est pas en mesure de renverser le système. Donc, conclusion, on va aller discuter plus tôt pour éviter de faire des morts. Alors que le pouvoir a déjà fait des milliers de morts. Le pouvoir RPT a tout fait des morts. À quoi sert aujourd'hui de prolonger la douleur du peuple au lieu de l'abréger? Oui, en voulant l'abréger, certainement que ça va faire plus de dégâts. Mais au bout du chemin, nous aurons la libération. Et ceux qui seront morts seront érigés dans la mémoire collective comme des martyrs héros de notre libération. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos et dans d'autres publications, ceux qui tombent pour la patrie, lorsque les idéaux patriotiques triomphent, ben ces gens-là retrouvent leur nom gravé dans le marbre de leur pays. Ils vont être enseignés dans les écoles comme des patriotes, des routes, des rues, des hôpitaux, des aéroports, des places, des théâtres, des écoles, des universités vont porter leur nom. Et ces gens-là seront célébrés. Telle est la loi de l'histoire. Mais le leadership de la contestation
populaire aujourd'hui au Togo, n'a pas été en mesure d'envisager le problème sous cet angle-là. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Conduire les gens à la plage et puis finalement dire que bon, le dialogue s'impose, on va aller au dialogue, le RPT ne va rien céder, enfin le RPT va céder peut-être sur des choses qui n'ont aucun impact sur le système, bon peut-être gouvernement d'union nationale, puis peut-être aller aux élections, il n'y aura rien. Et là où l'opposition institutionnelle commet aussi une erreur grave, c'est le fait de penser que le retour à la Constitution de 92 était une solution miracle. C'est faux. Parce que, à supposer que demain le RPT accepte faire revenir cette Constitution de 1992, peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que cette Constitution va écarter Faure Gnassingbé du pouvoir. Mais cette Constitution ne chasse pas encore le RPT du pouvoir. Ça veut dire que Faure Gnassingbé peut partir et mettre un pion sur la base de cette Constitution. Tant que le système n'est pas démoli, la Constitution ne va pas empêcher le RPT de se livrer à ses forfaitures et à ses crimes et à ses fraudes électorales. Oui? Donc, le retour à la Constitution de 92 n'est pas un remède absolu contre ce que nous avons comme problème au Togo. C'est pour ça que j'ai dit en amont de cette discussion que le leadership ne cerne pas le problème dans sa réalité, dans sa quintessence. C'est-à-dire que on ne peut pas réformer un système colonial. On ne peut pas le réformer. Ce système est irréformable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de construire le rapport de force avec ce pouvoir-là en renforçant les capacités insurrectionnelles et opérationnelles de nos peuples. Ça, je l'ai dit depuis des années. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les capacités révolutionnaires, insurrectionnelles, organisationnelles, structurelles et opérationnelles de nos peuples, de sorte à ce que nos peuples puissent devenir acteurs pleins et entiers de sa propre libération en ne misant que sur lui-même. C'est ça le devoir d'un leadership visionnaire. Et ce que je dis là, c'est valable pour d'autres territoires africains, parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes partout. C'est juste une question de degré de domination ou de pourrissement. C'est-à-dire que dans certains pays, c'est plus pourri, dans d'autres, c'est moins pourri, mais c'est pourri quand même. Parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'État en Afrique. C'est ce travail-là que tout leadership alternatif doit être en mesure de faire, et non aller court-circuiter le peuple en allant serrer la main du dictateur et de ses alliés dans une soi-disant discussion ou dans un soi-disant dialogue qui ne va rien produire. Le RPT est très clair. Au Togo, le RPT est très clair. Ne jamais perdre le pouvoir. C'est-à-dire utiliser toute la violence possible pour le conserver. La seule condition pour que le RPT lâche le pouvoir, c'est que le peuple arrive à le battre. Et je suis de ceux qui pensent que notre peuple a les instruments, a les moyens de battre ce régime. Parce que telle est la loi de l'histoire. Aucun régime, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa solidité, n'est arrivé à battre un peuple déterminé et organisé. C'est pour ça que la question de l'organisation, de la structuration et de la planification sont des questions majeures. Ce sont des questions majeures qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il ne suffit pas de déverser dans les rues des millions ou des centaines de milliers de personnes. Non! Ça, c'est la première étape. C'est le b.a.-ba d'un combat de libération. Les facteurs déterminants dans une lutte de libération, ce n'est pas tant le nombre de personnes qu'on déverse dans les rues, mais c'est l'organisation, la structuration de ceux qu'on mobilise, et ensuite, la planification stratégique qui est l'élément central de la lutte. Si un leadership n'est pas en mesure d'élaborer une planification stratégique, c'est-à-dire de se doter d'un agenda qui tient compte à la fois, du système, de son fonctionnement, de ses forces, de ses faiblesses, de notre camp, du camp de l'insurrection populaire, de ses forces, de ses faiblesses, de ses alliances possibles, de ses moyens. Troisième élément, tenir compte du terrain, c'est-à-dire que le terrain, il est mouvant. Un leadership doit être capable d'anticiper les difficultés possibles et de théoriser les solutions possibles à ces difficultés. Si on déploie tel élément, le pouvoir
à telle ou telle façon de réagir. Si le pouvoir réagissait de la manière A, qu'est-ce qu'on fait? Si le pouvoir réagissait de la manière B, qu'est-ce qu'on fait? Si le pouvoir réagissait de la manière C, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on doit le construire en amont. C'est-à-dire qu'un leadership doit être capable de construire tout ça en amont. S'il ne le fait pas, eh bien, le mouvement ne peut que finir en eau de boudin. Le mouvement ne peut que finir comme on le voit aujourd'hui au Togo. Donc, il n'y aura rien. L'EPT ne lâchera rien. Tant que l'EPT ne rencontrera pas une force capable de le vaincre, il ne lâchera absolument rien. Voilà ce que nous devons garder à l'esprit. C'est pour ça que le dialogue n'est pas l'arme idéale, n'est pas l'arme adéquate pour combattre une tyrannie. Et ça, je me tue à le dire depuis des années, des années. C'est ça le sens de l'histoire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais un leadership visionnaire et armé de profondeur historique doit être capable de maîtriser le temps, de savoir que ces choses-là se déroulent dans le temps et qu'il n'y a pas de précipitation à avoir. Que ce qui est important, c'est de travailler de manière studieuse, méthodique, pour renforcer les capacités insurrectionnelles, organisationnelles, structurelles et opérationnelles du peuple. C'est là qu'est la clé. Le reste n'est que discours creux et slogans. Je vais encore tenir 10 minutes. Bon, s'il y a des intervenants, je peux continuer. S'il n'y a pas d'autres intervenants, j'arrêterai l'entretien. Voilà. Peut-être que il faut rappeler à ceux qui nous rejoignent et à ceux qui n'ont pas suivi le direct depuis le début que la situation de notre continent n'est pas une situation de crise classique où toutes les institutions seraient déjà là et que le problème serait juste un problème de personnes qu'il faut changer ou d'institutions qu'il faut réorienter et puis c'est bon. Non. Le problème est un problème colonial. C'est-à-dire que le continent africain continue d'être un continent colonisé. Toute son économie est orientée vers la satisfaction des besoins d'autres continents ou d'autres personnes ou d'autres peuples. C'est d'ailleurs le pourquoi ces peuples, dans une logique de propagande, disent que l'Afrique est le continent de l'avenir. C'est-à-dire que tout le monde a sa place en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est le seul continent qui reste où vous pouvez aller, vous pouvez débarquer et faire ce que vous voulez, où chacun a sa place. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, étant donné que le problème est comme ça, nous ne pouvons pas nous engager dans une logique de réforme de ces institutions. Parce que la colonisation, on ne la réforme pas. Aucun peuple n'a réformé la colonisation. Ça n'existe pas. La colonisation, on l'affronte, on la détruit et on rebâtit un pays, une économie, un peuple et de nouvelles institutions. La Chine, dont on parle tant aujourd'hui, a connu une situation quasi semblable à la situation de l'Afrique d'aujourd'hui, où la Chine était morcelée. Chaque compartiment avait à sa tête ce qu'on appelait des seigneurs de guerre qui se faisaient les guerres entre eux, pillaient le pays à leur propre profit et au profit de leurs alliés étrangers, à savoir la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et, dans une certaine mesure, la Russie. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Sun Yat-sen a réuni quelques personnes et ces gens sont parvenus à la conclusion que leur pays étant sous colonisation, rien ne peut prospérer et donc le pays a besoin de libération. Et donc Sun Yat-sen a, avec ses camarades, engagé la révolution chinoise. Après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? La révolution s'est trouvée en panne parce que le successeur de Sun Yat-sen a trahi la révolution et donc Mao Tse-tung et ses camarades vont surgir et vont continuer la révolution pour la faire aboutir. Et ces gens ont démoli complètement toutes les institutions en place, ils ont rasé toutes les institutions en place, ils ont obligé les Chinois à redevenir chinois, c'est-à-dire ils ont été redécouvrir leur histoire, ils ont puisé les éléments de leur renaissance dans leur propre histoire et
ils ont remis la Chine dans l'ordre normal de sa marche vers le progrès. Aujourd'hui, 50 ans après, la Chine est où? La Chine est sur le toit du monde. Première économie mondiale, bien sûr avec ses imperfections, mais aujourd'hui, personne ne peut traiter les Chinois comme on traite les Africains. La Chine est un État aujourd'hui, contrairement aux territoires africains, pompeusement appelés États africains, qui ne sont rien du tout. Donc c'est ce cheminement qui nous attend. Et pour arriver à faire renaître l'Afrique, et donc nos pays, c'est que nous devons nécessairement nous doter des instruments de combat. Nous devons nous doter nécessairement des instruments de combat. Si nous ne les avons pas, c'est vain que nous venions proclamer sur Facebook, sur Twitter, sur tel ou tel site, que nous combattons tel ou tel régime. Parce que nous allons libérer nos pays et l'Afrique sur Internet sans que cela soit réel sur le terrain. C'est pour cela que la jeunesse africaine doit absolument se retrouver dans des structures organisées pour pouvoir recevoir la formation requise, la formation nécessaire afin d'engager cette bataille de libération qui ne sera pas, qui n'a jamais été et qui ne va pas être une partie de plaisir pour nous. C'est cette réalité-là qu'il faut garder à l'esprit à chaque instant et être dans la gravité. Ne plus céder aux jeux, aux ridicules, aux publications farfelues qui nous amusent. On s'amuse alors que les problèmes qui nous attendent sont immenses, sont graves. Et nous aimons les solutions de facilité qui en fait nous conduisent en enfer. Alors que nous pensions que ces solutions-là nous conduisent au paradis. Donc, nous devons retrouver la lucidité. La jeunesse africaine doit retrouver la lucidité devant lui permettre de comprendre les problèmes qui sont les nôtres et quelles sont les solutions que demandent ces problèmes-là. Ça veut dire simplement que la jeunesse africaine doit redevenir maître de son cerveau. La jeunesse africaine doit redevenir maître de son, ou maîtresse de son cerveau, qui ne doit plus être à la libre disposition des manipulateurs qui le remplissent. La jeunesse africaine doit être en mesure d'analyser, de produire elle-même sa réflexion, sans que les choses lui soient suggérées par les autres qui ne lui veulent aucun bien. Et bien évidemment, cette autonomie intellectuelle et morale doit nous conduire à l'organisation. Parce que sans organisation, nous sommes morts. Sans organisation, il n'y aura aucun résultat. Sans organisation, sans structuration, sans rassemblement, sous un leadership visionnaire et au fait de l'histoire, sans organisation, nous sommes morts. Parce que dans la désorganisation, il n'est pas possible d'avancer et d'arriver au résultat. Nous avons besoin de discipline. Nous avons besoin de discipline. Et ça, nous ne l'aurons que si nous savons nous réunir dans des structures organisées. Et le MOLTRA, qui est un mouvement de la jeunesse panafricaniste, est là pour ça. Donc, notre défi est plein et entier. Et ce défi, personne d'autre ne le relèvera à notre place. C'est nous-mêmes. Il n'y a personne. Il n'y aura, parce qu'aucun peuple dans l'histoire n'a libéré un autre. Cette pédagogie, les Africains doivent l'intégrer et doivent savoir qui sont les seuls et uniques acteurs de leur destin. C'est pour ça que l'organisation et la structuration sont des éléments incontournables devant nous amener à l'action victorieuse. Et comme je l'ai dit, nous avons un parcours, nous avons de l'expérience, nous avons vu beaucoup de choses. Nous savons que ce travail d'organisation reste entier. Ce travail de rassemblement organisé reste entier. Plus vite nous nous levons pour le faire, mieux c'est pour nous. Sur ces mots, je voudrais conclure, parce que je ne vois pas d'autres questions, en disant à la jeunesse africaine qu'elle est capable de soulever des montagnes, qu'elle a la force et l'énergie nécessaires suffisantes pour reconquérir son espace et entamer l'œuvre de la reconstruction de notre continent. Et pour ce fait, elle a besoin de s'organiser. Elle a besoin de se rassembler. Elle a besoin de se doter d'une structuration. Elle a besoin d'un leadership qui lui-même a besoin d'une orientation et d'une planification stratégique.
Voilà les instruments qui nous permettront de livrer la bataille réelle du retour de l'Afrique dans l'histoire. Car notre continent a été sorti de l'histoire depuis si longtemps que finalement nous trouvons normal la place qui est la nôtre, alors que il y a 3000 ans, nous étions à la tête de l'humanité au travers de l'Égypte antique. Donc, chers frères, chères sœurs, je vous remercie pour votre participation à ce direct. Ça n'a pas été facile, mais bon, l'exercice vaut la peine d'être fait et je voudrais redire mes sincères remerciements à toutes et à tous et que nos ancêtres veillent sur vos maisons, sur vos familles et sur tous les êtres qui vous sont chers. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Au revoir.